entre guillemets, pour la communauté et la société en général, puisqu'en Colombie, on associe beaucoup le droit au droit pénal. On connaît ou on pense le droit et par le biais de notre Conseil d'État, il s'agit d'un Conseil de justice donc, qui s'attelle à régler les conflits entre les entités publiques et les citoyens. Nous sommes une juridiction de contentieux administratif, c'est-à-dire nous sommes chargés d'être juges d'administration publique et nous protégeons et garantissons les droits des personnes au fil des usages, de l'utilisation et des abus qui peuvent avoir un impact auprès d'autres entités publiques. Nous sommes la Cour de justice la plus ancienne de Colombie, depuis exactement 203 années. On nous confond avec d'autres institutions où beaucoup pensent que nous faisons partie de l'exécutif. Ils oublient que nous sommes des juges et nos fonctions, finalement, c'est bel et bien la résolution de conflits. Au niveau de notre travail, nous essayons d'identifier les problématiques en matière de justice générale. Nous promouvons l'accès à l'information et la promotion de la justice, surtout lorsque les hautes cours de justice se trouvent dans la capitale colombienne. Et on ne connaît pas beaucoup nos travaux sur l'ensemble du territoire. Donc, le manque de connaissances de la part des citoyens, des entités de justice et des conseils, fait qu'il est particulièrement difficile qu'il y ait une représentation et participation citoyenne. Donc, nous essayons de faire en sorte que la justice puisse être accessible en accord avec la loi ou la même jurisprudence appliquée afin de pouvoir obtenir les demandes de part et d'autre. Clairement, si les parties sont en désaccord, on peut difficilement promouvoir la participation citoyenne. Donc, comment faire en sorte de faire en sorte que la communauté, que les citoyens participent? Eh bien, c'est en leur fournissant le plus d'informations possible. Donc, nous essayons de renforcer la diffusion de l'information face à la méconnaissance de la part des citoyens en étant le plus clair, le plus transparent possible, en renforçant notre présence sur les réseaux sociaux. Nous savons qu'un juge qui travaille et qui tourne le dos à la communauté, c'est un juge duquel la communauté, donc par définition, s'éloigne et méconnaît donc son travail. Donc, cela permet donc davantage d'espace pour la corruption. Donc, le manque de connaissances des citoyens sur le fonctionnement de la justice, nous essayons d'y travailler en organisant différents événements et en promouvant des lois et des orientations stratégiques en matière de communication, des travaux communautaires pour éduquer finalement nos citoyens. Le rôle du juge est légitime pour s'approcher des citoyens. Nous essayons de penser, même pour les avocats spécialistes dans cet aspect du droit, nous essayons d'assumer une fonction de pédagogie juridique qui est réglementée en Colombie et qui nous permet d'avancer en la matière afin de générer davantage de confiance à l'égard de la justice et des entités judiciaires et de pouvoir connaître également les décisions et connaître également les droits qui incombent aux citoyens afin de pouvoir avoir un impact des niveaux de la résolution des affaires au niveau des différents organes de justice et qui sont répétitifs et qui impliquent finalement la jurisprudence pacifique en particulier, qui est un point de droit précis. Même nous travaillons sur des procédures de demande ou de plaintes qui ont été présentées de façon erronée. Nous sommes finalement à charge de le résoudre. Une anecdote, le Conseil est présent sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, sur YouTube également. Et par le biais de ces chaînes, eh bien, nous recevons des demandes de la part des citoyens. Nous recevons une quantité de demandes de citoyens cubains parce qu'ils considèrent que le Conseil d'État, apparemment, est assimilé à une institution présente à Cuba. Et donc, nous avons été saturés de demandes provenant de Cuba, donc liées à des affaires qui n'ont absolument rien à voir avec nous. Donc, nous avons réussi à divulguer qui nous sommes et ce que nous faisons, et cela nous a permis et nous permettra encore de réduire
le temps et le délai de résolution des affaires de justice. Et cela permet donc aux citoyens d'arriver précisément à l'entité qui est tout à fait compétente pour résoudre sa situation. Nous n'avons pas besoin d'investissement particulier. Nous avons surtout besoin de volonté politique, comme c'était le cas avec le ministère mythique et le ministère de l'Information et de la Technologie, qui nous permet de participer pleinement à ces efforts de divulgation et de diffusion dans le cadre, par le biais d'enquêtes de perception, par le biais de la participation citoyenne dans la reddition de comptes. Et nous avons pu donc développer des initiatives telles que la divulgation d'informations dans les différentes langues indigènes, autochtones. Cela nous a semblé fantastique, mais effectivement, il y a 68 langues parlées et reconnues en Colombie et qui font partie donc des langues officielles en Colombie. Et ce sont des langues officielles dans chacun de leurs territoires propres. Donc, il y a eu un grand effort de la part de la justice pour précisément diffuser et faire en sorte que ce contenu soit connu sur l'ensemble de la Colombie. Nous avons des langues afro-hispaniques et combinées avec des textes et photos. Les traductions également, l'une des décisions que nous avons décidé, une décision que nous avons prise, c'est de traduire un résumé d'édition avec un contexte beaucoup plus simple, avec des langages clairs et concis, afin que la communauté puisse connaître véritablement les droits qui ont un impact sur leur vie dans leur propre langue. Ce sont les principaux efforts que nous avons réalisés. Je ne sais pas si techniquement ce sera possible, par le biais de l'organisation, de vous partager finalement ces documents qui ont été élaborés. Et en fin de compte, pour ce premier point, pouvoir vous présenter une vidéo que nous avons préparée qui permet de résumer quelles ont été les initiatives en matière d'innovation utilisées précisément pour faire face à la pandémie de Covid en Colombie. Comme cela a été le cas dans de nombreux pays, eh bien, en Colombie, nous faisons face à une situation, un décret d'urgence sanitaire a été pris pour pouvoir formuler des décisions extraordinaires approuvées par le Congrès et le président de la République et le Conseil d'État pour pouvoir procéder à un contrôle de légalité dans le cadre des mesures sanitaires et permettre ainsi la pérennité de notre travail. Cette pandémie, suite à la pandémie, nous avons décrété une suspension d'activité et la réalité, c'est que nous avons eu de plus en plus de demandes à traiter. Nous avons dû donc traiter ces demandes et également nous avons dû renforcer les ressources disponibles à l'égard des citoyens, que ces derniers aient ou non accès à l'Internet, pour pouvoir pallier le manque de présence physique. Donc, cette vidéo va vous montrer un petit peu notre adaptation. Merci beaucoup. Les techniciens, vous pouvez nous aider. Ou si vous voulez, je peux vous partager mon écran et puis je la lis. Je pense que du fait du temps, je pense qu'on pourra diffuser la vidéo au cours de la prochaine session. Oui, c'est parfait, tout à fait, bien sûr. Oui. Très bien, juste pour vous donner les dernières minutes à Aude Prendes, commandante de police et chef de la section d'assistante des victimes de la Direction centrale de sécurité publique en France. Audrey, merci beaucoup. Vous avez 10 minutes pour votre première présentation. Je vous remercie et bonjour à tous. Et tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à cette discussion. Donc pour ma part, comme vous l'avez dit, je suis commandant de police. Donc aujourd'hui, je suis plus précisément venue vous parler de certaines innovations techniques et technologiques au sein de la police nationale, qui veut devenir une police un peu 4.0 pour se rapprocher effectivement de la population.
en cette situation où effectivement la société est de plus en plus connectée. Mais comme j'essaierai de vous le montrer, cet aspect de plus en plus connecté de la police ne va pas de toute façon sans le contact humain qui demeure en commissariat, et ce qui fait qu'on continue aussi à développer des dispositifs présentiels au sein des commissariats de police. Et je commencerai tout d'abord par ce que nous avons appelé un commissariat numérique qui est très récent puisqu'il a été mis en place en juillet de cette année. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un point d'entrée unique via Internet pour la police nationale. Donc, c'est-à-dire que la population, en se connectant, puisqu'il s'agit d'échanges uniquement par chat avec des policiers qui ont été formés pour ça. Donc, la population peut se connecter et poser toutes les questions qu'elle souhaite, bien évidemment concernant la police, mais ça peut aller d'un renseignement pour un dépôt de plainte à une question concernant le recrutement pour devenir policier. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très large. Et sur cette plateforme numérique, donc, qui est ouverte 7 jours sur 7, pour l'instant, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, mais dès janvier, ce sera 24 heures sur 24, les policiers qui répondent donc par chat orientent les personnes, donc soit vers d'autres plateformes numériques policières spécialisées. Donc, on a des plateformes spécialisées dans les contenus illicites sur Internet. On a des plateformes spécialisées pour les escroqueries, par exemple. Donc, on les oriente ou on leur explique quelles peuvent être leurs démarches en allant au commissariat. À terme, puisqu'on est en train de le mettre en place de manière technologique, ce commissariat numérique pourra proposer des rendez-vous aux usagers qui se connectent afin de déposer plainte en commissariat via un agenda numérique. Donc, ça permettra, le jour où la personne vient déposer plainte, d'y être attendue, et donc ça permet un accueil personnalisé. Mais quand je vous dis que ce commissariat numérique peut aussi orienter sur des sites spécialisés, et ça va aller vers ce que je veux développer un peu plus, c'est-à-dire les victimes de violences conjugales, violences sexuelles, violences sexistes. Le commissariat numérique peut renvoyer sur ce qu'on appelle la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes, qui, elle, existe depuis le 27 novembre 2018. Donc, cette plateforme, pour le coup, très innovante, ce sont également que des policiers qui répondent par chat à des victimes ou des témoins ou des familles de victimes, parfois, donc en matière de violence conjugale, violence sexuelle. L'avantage, donc c'est une plateforme qui, elle, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fonctionne très, très bien depuis qu'elle a été créée, qui a d'autant mieux fonctionné pendant le confinement, puisque les femmes pouvaient, de manière discrète, sur Internet, faire un signalement, voire appeler au secours. Donc, même si normalement ce service n'est pas un service d'urgence, bien évidemment, si une femme se connecte et appelle au secours, on a mis un dispositif derrière pour que les policiers qui répondent sur l'ordinateur par écrit, par chat, puissent contacter leurs collègues à l'endroit où la personne habite pour qu'ils interviennent en urgence. Donc, cette plateforme de signalement permet d'être anonyme, puisqu'on passe par Internet, et si à aucun moment la victime ne veut donner son identité, elle n'y est pas obligée. Donc, nous constatons, et nous le savons parce que les victimes nous le disent, que des fois elles viennent plusieurs fois.
parfois, elles viennent, elles discutent pendant 1 heure, elles sont mises en confiance et c'est qu'au bout de plusieurs fois qu'on réussira à les décider, à les déposer plainte pour ces faits. Donc, soit on peut même l'accompagner dans ce cas-là. Cet échange est envoyé au commissariat où elle souhaitera déposer plainte pour faciliter la prise de plainte, également sous forme de rendez-vous pour un accueil personnalisé. Et en lien donc avec ce que je vous disais comme dispositif sur site, c'est-à-dire que nous avons développé des pôles spécifiques au sein des commissariats qui regroupent policiers spécifiquement formés, psychologues, assistants sociaux et permanence d'associations d'aide aux victimes au sein même du commissariat. Et ce dispositif permet, quand la victime, et notamment les victimes de violences conjugales, les violences sexuelles, qui ont du mal à libérer leurs paroles et dont on sait que c'est très difficile parce que ces infractions entraînent d'autres difficultés que les conséquences pénales, ce dispositif permet sur site de faire une prise en charge globale de la victime, c'est-à-dire psychologique, sociale, judiciaire et juridique. Ce qui permet à tous ces dispositifs et numériques et développés au sein des commissariats de prendre en charge de manière plus efficace les victimes et de répondre à leurs demandes et de les écouter. C'est d'ailleurs pour ça qu'également on a beaucoup développé sur ces derniers mois la formation des policiers. Pas juste les policiers spécialisés qui ont l'habitude de ce genre de victimes et de ce genre d'infractions, mais aussi les policiers qui sont à l'accueil, les premiers qui vont recevoir les victimes, mais également ce que nous appelons les policiers primo-intervenants, ceux qui interviennent au domicile parce qu'on nous a appelés, pour qu'eux aussi sachent comment prendre en compte ce type de victimes spécifiques. Voilà, je ne sais plus si j'ai encore un petit peu de temps. Irène? Très bien, c'est parfait. Donc, j'ai essayé de faire rapide, donc voilà. Ce que je tenais à vous préciser juste, c'est que l'année dernière, le gouvernement a mis en place un Grenelle. En France, ce qu'on appelle Grenelle, c'est une sorte de grande réunion sur plusieurs mois qui va mettre en commun tous les acteurs d'une thématique. L'année dernière, il a été prévu ça justement pour les violences conjugales, ce qui a entraîné beaucoup de mesures. Donc, les nouvelles formations des policiers dont je vous ai parlé, mais nous avons mis en place aussi une grille d'évaluation avec 22 questions que l'on pose à chaque victime à son arrivée dans un commissariat pour évaluer son danger et mettre immédiatement en place des mesures. Nous avons mis également en place une plateforme de géolocalisation des places d'hébergement, c'est-à-dire qu'une femme victime qui arrive dans un commissariat avec ses enfants, qui aurait besoin en urgence d'être relogée, cette application permet aux policiers d'aller voir en direct ou lui trouver à proximité une place en urgence. Donc voilà, pour vous dire qu'effectivement, nous sommes depuis à peu près 3 ans en pleine évolution pour la prise en charge des victimes et notamment les victimes de violences sexuelles et de violences conjugales, mais que ceci se fait en même temps en parallèle avec un développement des solutions numériques pour s'adapter au plus grand nombre. Voilà. Je vous remercie. Muchísimas gracias, Audrey. Merci beaucoup, Audrey. Je pense que pour la prochaine réunion, je vais reprendre un petit peu tous les points abordés au cours de cette première intervention, qui me semble tout à fait pertinent et important. En matière d'innovation, je pense que, évidemment, nous sommes réunis ici et nous pensons beaucoup au numérique, mais je pense que nous devons penser en termes d'innovation à parler finalement un nouveau langage au quotidien, afin que les gens puissent avoir accès également à ce type d'outils, comment fonctionnent les processus,
penser au-delà de notre boîte, comme on le dit ici. Il faut penser à nous rapprocher des citoyens et à rapprocher les citoyens aux différents outils qui sont à leur disponibilité. Et je pense que pour la deuxième réunion, je pense qu'il faudrait savoir quelles sont pour vous les 3 clés d'innovation pour vos projets. Si on veut vraiment garder ces 3 points particuliers soulignés, si vous pouvez nous les écrire, parce que je pense que c'est toujours vraiment important de garder en tête ces 3 projets, ces 3 idées, ces 3 projets qui ont été présentés, afin que tous les gens qui nous écoutent ici puissent l'appliquer, le comprendre et effectuer des recherches à ce niveau-là. Donc, je pense que là, c'est important. Il faut un petit peu sortir de notre zone de confort ici que nous connaissons et chercher d'autres types d'expériences. Pour cette deuxième session, je pense que effectivement, du fait des problèmes de temps, je vais vous demander d'intervenir 4 minutes chacun. Et je commence avec toi, Pilar. Nous commençons avec la vidéo et nous poursuivons avec l'ordre qui avait été établi. Et si vous pouvez nous donner donc ces 3 clés en matière d'innovation. Merci, Irène. Alors, je pense que le premier point, c'est la volonté politique et la volonté de tous les acteurs qui rejoignent les caravanes ont été un facteur fondamental. Au-delà de la volonté, il faut également mettre à la disposition des citoyens ce que nous faisons au quotidien dans les différents bureaux. Parler un langage beaucoup plus citoyen, entre guillemets, pour faire en sorte de vulgariser, d'être beaucoup plus proche de ces personnes, tout en essayant de faire en sorte que la vie quotidienne puisse être résolue de façon beaucoup plus simple. Et je dirais qu'un point fondamental, l'une des clés, c'est que nous essayons de numériser la bureaucratie. Lorsqu'on pense en matière d'innovation, on pense qu'il suffit de créer simplement une plateforme et d'établir en format PDF, de le télécharger en ligne et que les personnes puissent donc l'imprimer chez eux et le présenter en se présentant au bureau. Donc, je pense que ça va bien au-delà. Il nous faut vraiment respecter notre mandat, qui est donc la résolution de conflits. Comment nous y parvenons? Et les personnes se fichent un petit peu de savoir quelle autorité les résout, sinon bien de savoir si ces conflits sont bel et bien résolus. Donc c'est un petit peu le concept au jour le jour. Il nous faut être rigoureux avec les problèmes qui se présentent dans les relations au quotidien. Et c'est vraiment notre pari d'essayer d'alléger cette charge bureaucratique. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre depuis de nombreuses années. Et c'est un petit peu ce que tous les organes de gouvernement effectuent, c'est-à-dire promouvoir ce langage citoyen, éviter de résoudre les conflits par davantage de bureaucratie, mais au contraire, les réduire, cette bureaucratie. Ce sont des piliers importants. Je pense que nous, ici, dans l'État, Estado de Mexico, c'est la volonté entre les institutions qui est importante. Nous savons que c'est possible grâce à l'intervention pour pouvoir rendre justice à l'égard de ces personnes. Je reste à votre disposition si vous avez un message ou par le biais des réseaux sociaux, si vous voulez connaître les projets que nous développons. Vous pouvez visiter notre page internet caravane.gov.mx. Je dirais que nous avons même un abécédaire des problèmes qui se sont présentés, que nous avons pu résoudre, afin que vous puissiez, si vous aviez des doutes ou des commentaires, eh bien, nous sommes à votre disposition également pour aborder les autres questions de la justice au quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ivan. Je pense que c'est un point important qui a été souligné. Éviter de numériser la bureaucratie, je pense que c'est un concept tout à fait important, puisque si dès le départ, on considère ces problèmes qui sont représentés pour les citoyens, je pense que la conception de ces plateformes digitales, effectivement, est donc conçue, est effectuée pour alléger la tâche. Alors, Martine, sur les points qui ont été abordés, quels sont donc les 3 points clés en matière d'innovation sur les points appliqués par le bureau du procureur en Afrique du Sud? Sure. Thank you. So I think the first thing that we needed to do was changing the way we think. South Africa is a middle-income country, so outside of the biggest cities, this country is fairly underdeveloped, so we couldn't overly rely on technology or technological advantages or shortcuts.
really had to try and change the mindsets of the people who are working in the criminal justice system. And that's difficult to do because until about a generation ago, criminal justice was a state monopoly, a complete state monopoly, at least in South Africa. And it's only more recently where increasingly the private sector, the non-profit sector, and other organizations have carved out for themselves a bit of a space in the criminal justice system in South Africa. And I think getting state officials and bureaucrats to accept that they have to think really boldly and broadly and openly, that the solutions might not just be in terms of what they've done in the past, but might lie outside of the state apparatus or outside of the criminal justice system. It might lie in academia, it might lie in the for-profit private sector, or in the non-profit sector, or probably in all three of those. And then not only within South Africa, but one has to look broadly, beyond one's own borders. Look at the region, look internationally at what are interesting and good innovations and practices, and then adopt those. Obviously contextualize them in terms of the local needs and the local requirements, but use what is best from other countries and adopt them to their own situation. So changing the mindset or thought processes, I think, was one important step, and it's obviously an ongoing step. It's a battle which is never completely won. The second crucial aspect of innovation for us is to really think about who is the end user of what we are trying to do. And it isn't the prosecutor or the police officer or the judge. It's a public. It's a victim of crime. It's a witness which has to testify in court, or it's a member of the community. And ask the question from their perspective, what is it that they need to make their lives safer and better and more comfortable? And then design innovations around that. And then the third characteristic in terms of our innovation has been to keep on experimenting. You're never going to come to the perfect solution. Experiment, be prepared to fail. One is going to fail a lot. And that's not easy to do for government officials. You have to account to Parliament for the budgets that they use, that they've used some of those budgets, even though they failed in implementing the policies or the ideas that they had. But that kind of willingness to fail, to iterate, to change and improve and learn from one's lessons, I think is crucial to innovate and come to a better solution over the medium to long term. Thank you. Muchísimas gracias, Martín. Y sí, creo que es puntos muy importantes. El punto de... Merci Martine, je pense que c'est un point tout à fait important de sortir un petit peu des sentiers battus, de ce à quoi nous sommes habitués. Finalement, c'est un point qu'il nous faut continuer d'aborder. En matière d'impunité, c'est la même chose pour nous. Nous avons élaboré une plateforme pour la question d'écoute des délits et de pouvoir géolocaliser ces délits au niveau de l'ensemble des bureaux de procureurs. Puisque nous croyons que nous avons créé une plateforme très utile qui s'appelle denuncias.org. Et pour savoir finalement, ce qui est important, c'est de savoir qui va l'utiliser finalement, pour savoir bien envers qui nous procédons à cette innovation, qui vont être les bénéficiaires de cet outil-là, puisqu'en fin de compte, il est important de penser aux différents besoins, aux différentes problématiques. Au-delà de ce que nous traitons, c'est que pouvons-nous faire pour participer à cette amélioration, de quoi ont besoin les citoyens pour pouvoir accéder véritablement à la justice. Ce sont des questions particulièrement intéressantes que nous devons poursuivre, que nous devons continuer d'aborder, et comment l'innovation finalement va expérimenter, est en cours d'expérimenter en continu, puisque très souvent nous devons insister pour pouvoir véritablement peaufiner, élaborer un produit qui soit véritablement utile aux citoyens. Pilar, je vais vous céder la parole. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous projeter la vidéo de la session précédente? Estamos en el video. 3 minutos. Voilà, nous diffusons la vidéo 3 minutes. Ici sur le chat, donc Pilar ici l'interprète. Donc vous pouvez voir sur le chat Pilar donc qui partage le lien sur YouTube pour pouvoir voir la vidéo.
Si podemos ir un poco más rápido con el cierre, porque tenemos el otro panel ya listo. L'autre panel, le panel suivant est prêt, donc si on peut procéder à la conclusion rapidement, je pense qu'il manque quelques mots à peine pour Pilar, et je cède la parole à Audrey, et nous concluons à l'issue de l'intervention d'Audrey. Très bien. Dans 2 minutes. Pilar, entonces nada más sí te pediría si puede ser como muy concisa ahorita. Pilar, est-ce que tu peux être concise avec les 3 points que tu souhaites aborder autour de la vidéo, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Irene, estamos a un minuto. 2022. Rendimos cuentas a las comunidades indígenas y afro mediante foros virtuales organizados por USAID Colombia y en diálogo realizado en tiempo real con sus autoridades para explicar las decisiones proferidas que impactan sus derechos. Reorientamos nuestros eventos regionales a jornadas virtuales focalizados por departamentos para abordar las temáticas que más interesan en cada región y que han llegado a contar hasta con 8.900 reproducciones en YouTube y Facebook. Hemos mantenido los diálogos en vivo con el presidente del Consejo de Estado para explicar a la ciudadanía las medidas tomadas contestando preguntas en tiempo real. En el Consejo de Estado cambiamos y nos adaptamos para seguir siendo una justicia abierta que garantiza el derecho al acceso a la información para que otros derechos como el acceso a la justicia, la salud, la dignidad humana y la autodeterminación de los pueblos puedan materializarse. Estemos o no en pandemia, en el Consejo de Estado seguimos trabajando por una justicia de puertas abiertas. Pilar, solamente si nos puedes ayudar a cerrar con 3 claves de innovación de su proyecto, por favor. Por supuesto, las claves han sido voluntad política, aliados en cooperación técnica que no necesariamente es económica, sino que nos enseñen a hacer y a desarrollar, más que entregarnos recursos, y reconocer que llega un punto en que la sola entrega de servicios o de información deja de ser suficiente. Bien, les informations doivent être nécessaires pour être beaucoup plus proche de la population, pour écouter la population, prendre les décisions à l'issue du retour d'informations et d'expérience. Et ça, c'est notre responsabilité de créer un lien véritable avec les personnes les personnes que nous devons prendre en charge. Très bien, merci Pilar. Je pense que la recherche d'alliés est absolument centrale dans ce thème-là en matière d'innovation. Reconnaître que tout seul, on ne peut absolument pas livrer toutes les batailles qui se présentent à nous avec des problèmes tant complexes que nous affrontons en tant que société, d'où l'importance de créer des alliances. Alors oui, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire en 4 minutes quelles sont les 3 clés d'innovation de projet que vous êtes en train de mettre en œuvre en France, s'il vous plaît? Oui, alors, oui, tout à fait. Eh bien, je vais rejoindre exactement ce qui vient d'être dit et notamment en premier le partenariat. Je pense que c'est en travaillant tous ensemble et les personnes présentes ici le démontrent, on peut venir de différents métiers et vouloir aller dans le même sens, hein, c'est-à-dire dans le sens de la population, dans le sens des victimes. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'innovation, elle peut être technique au service de la population, mais pour autant, elle ne peut pas complètement effacer le côté humain et chaque innovation est réfléchie dans un certain équilibre de ces 2 éléments pour une prise en compte efficace. Merci infiniment, Audrey. Même pour moi, il ne reste, on ne va pas avoir davantage, on n'a pas avoir le temps de prendre les questions et commentaires, mais vous pouvez malgré tout nous les envoyer
le personnel de Mexico Evalua va prendre en charge ces questions et se tâcher d'y répondre. Je pense que nous aurons une opportunité au cours des chats et des réseaux sociaux d'Evalua, ainsi que par le biais des différentes organisations qui coopèrent avec nous à ce forum pour pouvoir répondre à ces questions. En ce qui me concerne, je vous remercie. C'est un thème qui me passionne véritablement. Je pense que c'est une question qu'il nous faut voir à nouveau et considérer. Je pense que nous pourrons garantir un meilleur accès à la justice à davantage de personnes en innovant dans tous les sens du terme, au-delà de notre bureau, en expliquant aux gens quels sont leurs droits, en créant des alliances, en créant des partenariats. Je pense que je suis ravi d'avoir pu être modératrice. Il y a énormément d'idées qui ont surgi et je vous remercie à tous les quatre d'avoir présenté ces projets tellement importants. L'importance de parler de l'alliance interinstitutionnelle, mais également chercher les meilleures pratiques des autres pays. Je pense que là, en cette période de Covid, c'est vraiment ce que ce type d'espace peut nous donner finalement au-delà des barrières physiques. Dans ces dynamiques vraiment enrichissantes, ce sont des thèmes de grande importance pour nous afin de garantir l'accès à la justice. Merci beaucoup au nom de Mexico Evalua. Je suis Irene Tello Arista et nous clôturons donc ce panel et je cède la parole au modérateur suivant qui, j'en suis certaine, vont développer une table tout aussi intéressante.